C'est bien qu'on soit pas filmé parce que j'ai pas de maquilleuse, tout ça. Donc. C'est pas filmé? Non, maintenant moi je m'en vais. c'est pas en live. En plus, on a les caméras, mais comme je sais pas m'en servir. Non. De faire une mise en les scène, caméras, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il faut pas faire donc avec les pieds? Pas taper dans la table. Dans la table. D'accord. Ouais, la table c'est zone interdite un peu, mais à part ça, on se fait plaisir. Ok. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Sci Fantasy. Ce matin, nous recevons Cédric Desgotex et Pierre Guillemot. Cédric, qui est l'auteur de A Plague Tale, le roman, et qui a collaboré à plusieurs reprises avec des studios de jeux vidéo par le passé, ce qui l'a mené justement à être embauché par Asobo, et Pierre Guillemot, qui est éditeur chez Brajlon, spécialisé dans l'édition de beaux livres, mais aussi dans l'édition de, justement, licences adaptées en roman. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette petite présentation ? Écoute, moi j'ai trouvé ça tellement exceptionnel que je n'ai absolument rien à rajouter. C'est Cédric qui parle. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour tout le monde, c'est Pierrick, l'éditeur donc, et juste préciser que en fait c'est moi qui suis venu chercher Cédric et qui ai présenté en fait Cédric à Asobo pour l'écriture du roman. C'est pas Asobo qui nous a aiguillés l'un vers l'autre en fait. Voilà. D'accord. Petite précision juste. Alors aujourd'hui nous parlerons narration dans les jeux vidéo et puis narration tout court dans les romans et évidemment de A Plague Tale. Mais auparavant, les actus du royaume d'antan. Malakoff disculpé, nouvelle pilule magique, lointain murmure lugubre à l'est et surtout Père Noël surprise. Salut, c'est Karaz, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du royaume d'antan en environ 3 minutes. Notre tyran bien-aimé, Ginger l'Astringent, 4e du nom, a décrété cette année un Père Noël surprise général. Nous craignons le pire. L'économiste nain Brick et Troc a d'ailleurs été mis au cachot de manière préventive. Des manifestations ont éclaté dès les premières rumeurs, de très nombreux citoyens craignant une recrudescence du trafic de cadeaux explosifs, du trafic tout court, ou qu'il y ait du trucage quant au non tiré. La communauté des lutins, on ne sait pas pourquoi soutenue par les golems, est pour sa part des plus enthousiastes à l'idée de ce rituel national. Ces avocats ont poursuivi en justice les leaders de l'association Un cadeau de mois à mois, et le reste des lutins s'est vu confier le rôle de garde-montée dans le cadre du maintien de l'ordre. Au cours de combats acharnés, les commerces du centre-ville ont été dévalisés. Chacun étant rentré chez soi avec un cadeau à offrir, on s'attend finalement à un Père Noël surprise réussi. Des manifestants surpris la main dans le sac ont été envoyés au cachot, avec Brick et Troc, mais l'objet de leur convoitise a été envoyé à leur famille en guise de compensation. Maintenant, les actus concises. Malakoff, pour prouver sa nature de vampire, a été contraint de présenter son arbre généalogique. Apparemment, lui aussi descend du singe. Il a accusé le député Jean Chêne d'avoir mené cette odieuse machination pour le discréditer. Jean Chêne, jugé unanimement habile, a vu croître sa popularité de 27%. Les geôliers de la prison d'En Sort Plus ont été retrouvés dans un état d'influence hier soir. Les mages ont lancé une enquête indépendante. Des rumeurs viennent de l'Est qui racontent des histoires d'enlèvement, de disparition et de retour d'amis devenus différents. Le dramaturge Corneille Erasinus a débuté une pièce de théâtre à ce propos, qu'il qualifie déjà de son grand œuvre. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, c'est parti pour l'interview proprement dite. Moi je sais pas si je vais rester parce que j'étais venu pour ça. Donc maintenant c'est bon, c'est consommé. Bravo. Eh bien, merci, ça fait très plaisir. Alors, pour commencer, j'aimerais te demander, Cédric, quelle est ta pratique d'écriture de manière générale ? Personnellement, j'ai été assez étonné aussi bien par le roman de commande que par ta collaboration par le passé avec le jeu vidéo, et je me demande un peu comment ça se passe. La pratique, alors, à quel niveau exactement ? C'est-à-dire que... vas-y, je te laisse préciser ta question, parce que je voudrais te répondre au mieux. Pourquoi on t'embauche ? Pour accomplir quelle tâche ? Est-ce que on va te demander de construire des scénarios ? Est-ce qu'on va te demander d'écrire des dialogues ? Et personnellement, j'adore les jeux de rôle en jeux vidéo aussi, et je trouve qu'aussi bien les scénarios que les dialogues sont parfois vraiment exceptionnels et d'une qualité littéraire, quoi. En tout cas, avec la dignité et la qualité qu'on accorde à la littérature. Et je me demande si tu fais ça, ou bien si on te confie aussi des tâches plus fonctionnelles, comme par exemple faire des menus, des choses comme ça. Alors moi j'ai travaillé de façon périphérique en fait dans le milieu du jeu vidéo, enfin périphérique, parce qu'à la base je suis traducteur. Donc en fait j'ai traduit, 60-70 jeux, donc c'était en indépendant. Et du coup j'ai pas écrit directement pour le jeu vidéo.
Et c'est parce que j'avais cette expérience qui reste une expérience d'écriture qu'après on m'a contacté j'avais voilà ce lien à l'écriture et ce lien aux jeux vidéo du coup, puisque je traduisais les jeux. Et ensuite j'ai travaillé avec Brajlon beaucoup et Milady notamment pour m'occuper de novélisation en fait de jeux vidéo. Donc ça s'est construit comme ça, cette collaboration. C'est qu'après, on s'est dit, bah tiens, tu as traduit des jeux vidéo, tu as traduit des novélisations de jeux vidéo, on se rapprochait plus du livre, là, de plus en plus. Donc est-ce que écrire, ce serait quelque chose de possible, puisque par expérience, bon, on sait que tu sais travailler dans l'écriture, que tu connais un petit peu tout cet univers-là, donc pourquoi pas franchir une étape, voilà, et puis aller à l'écriture originale, parce que le roman A Plague Tale n'est pas une novélisation. C'est vraiment un roman au contenu tout à fait neuf. Et pour toi, Pierrick, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé le contact avec Asobo En fait, quand le jeu est sorti en 2019, assez rapidement, on a attiré mon attention dessus. Moi, je suis pas un gros gamer, donc j'ouvre mes oreilles, je regarde un peu ce qui se fait, etc. Et effectivement, quand j'ai découvert par les trailers, les choses comme ça, ce qui était Plague Tale Innocence, je me suis dit mais c'est un univers qui s'irait tout à fait à Brajlon dans le domaine imaginaire, et puis parce que c'est un jeu narratif très écrit avec des péripéties, enfin voilà, des choses voilà, on est un peu dans la dark fantasy, enfin voilà, et je me suis dit mais ce premier jeu a l'air très prometteur. Très rapidement, c'était pas un mystère qu'un deuxième était en préparation, et je me suis dit, nous, il faut qu'on arrive à se glisser là-dedans, et on aimerait bien collaborer avec cette IP, parce que voilà, ça, Brajlon et Plague Tale, ça peut le faire, quoi. Enfin, c'est un peu la même image. Et donc, j'ai contacté Asobo par le biais de quelqu'un qu'on connaît bien, Cédric et moi, qui s'appelle Aurélie Belzane, qui, en plus de ça, était particulièrement touchée que je la contacte parce que c'est une grande fan de Brajlon. Donc, elle achète beaucoup de romans Brajlon, elle a lu énormément de fantasy chez nous, etc. Donc, elle était particulièrement touchée qu'on la contacte. Surtout que pour eux, c'était encore un jeu, voilà, sur lesquels ils n'avaient pas réfléchi du tout à créer de la licence ou des choses comme ça, ils n'étaient pas du tout là-dessus, donc ils n'avaient pas d'équipe dédiée à ça, etc. Et donc très rapidement, je lui ai dit, nous, on aimerait bien faire peut-être un artbook du deuxième jeu quand il va sortir, parce que graphiquement, visuellement, c'est aussi très très beau. Et on aimerait bien s'inscrire dans la narration de Plague Tale en créant un roman. Voilà. On savait pas à l'époque ce qu'on voudrait faire. Le deuxième jeu était en cours, mais moi, je sais que la novélisation pure et dure d'un jeu vidéo est de moins en moins intéressante. Déjà moi à travailler, et puis je pense que les lecteurs c'est quelque chose qui est un peu passé de mode, je pense, entre guillemets. Et je trouvais que justement s'inscrire dans un jeu aussi narratif que Plague Tale, c'était intéressant de créer quelque chose, quoi. Et donc voilà. La deuxième phase, ça a été de trouver un auteur capable de se glisser dans l'enveloppe narrative de Plague Tale, à la fois qui respecte le contenu, l'univers, etc., et qu'il ait le talent, l'efficacité pour tout ça. Donc ça, c'est toujours du travail de longue réflexion, où on n'engage pas un auteur comme ça, on réfléchit longtemps, on essaye de se renseigner, etc. Et là, c'est une éditrice qui était chez Brajlon, qui est partie depuis, qui s'appelle Aurélie Charon, avec qui j'échangeais régulièrement, voilà, on discutait, et je disais, je cherche quelqu'un pour écrire ce roman, voilà, j'aimerais bien trouver quelqu'un d'autre, enfin, parce qu'on aime bien aussi avoir de nouvelles plumes et trouver des nouveaux collaborateurs, c'est aussi notre métier, et c'est toujours, ça fait des rencontres, enfin, etc., c'est toujours intéressant. Et elle m'a dit, mais tu sais, on a travaillé avec Cédric d'Egotex il y a quelques temps, il était traducteur pour nous, et c'est un passionné de narratologie dans le jeu vidéo, etc. Je dis, bon, très bien. Et j'ai contacté Cédric à ce moment-là, et quand j'ai vu sa réponse, j'ai fait « Oh là !» Il était tellement enthousiaste que j'en ai presque pris peur. Mais en même temps, en discutant avec lui, etc., j'ai vu que ce serait certainement la bonne personne. Et après, la dernière étape, c'est que il faut qu'il soit, validé en fait par le studio, parce que mine de rien, on travaille beaucoup en collaboration avec le studio. Il valide la moindre ligne, la moindre virgule, quasiment, du roman. Donc voilà, et très rapidement, Cédric a séduit les équipes d'Asobo, et la collaboration s'est faite naturellement, et ils ont adoré tout ce qu'on a pu développer autour du roman.
Voilà. Je sais pas si Cédric, tu veux ajouter autre chose là-dessus. Bah, tout cela est faux. En fait, on leur a fait un énorme chèque et puis bon, ils ont fini par céder. Donc voilà, si vous nous écoutez, David, Ludivine, Aurélie, donc c'est tous nos interlocuteurs chez Asobo. Non, oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis moi, je conçois que pour un studio, oui, le jeu vidéo génère beaucoup d'argent, n'empêche que ils doivent en investir aussi beaucoup pour produire quelque chose. Et donc du coup, j'entends encore une interview de David Doden que m'avait envoyé Pierrick tout à l'heure, et il y a quand même une prise de risque qui peut faire fermer un studio si on se plante. Alors dès qu'on commence à parler de création d'une licence, de est-ce qu'on va faire des produits dérivés, et on reparlera peut-être de cette notion de produits dérivés que moi je n'aime pas trop, mais que j'arrive à concevoir d'un point de vue commercial, comme a pu faire Ankama au début par exemple, où il y avait un nombre de produits dérivés, ils avaient même envisagé d'ouvrir un restaurant, je sais pas si ça s'est fait, enfin vraiment ça partait dans tous les sens. Ben oui, ça génère du stress, et puis il faut le respect de l'esprit du studio, de l'esprit de la licence en particulier, donc tout ça, trouver le bon éditeur, trouver le bon auteur, je conçois qu'effectivement il fallait un processus de réflexion et de recherche qui était très poussé. Comme le dit Pierrick, je suis quelqu'un d'effrayant. Parce que... Je précise pour les auditeurs qui ne te voient pas, moi je trouve ça assez faux. C'est gentil, Maxime. Bon, c'est vrai que c'était très enthousiasmant parce que moi je suis un gros gamer et travailler sur une licence qui avait vraiment des qualités folles. Pas envie de parler de licence, je préfère parler d'univers si ça vous dérange pas. C'est une habitude qu'on a prise à force de parler de cette chose, mais je préfère parler d'univers. C'était très riche. Il y avait un rapport à l'enfance qui moi me plaisait beaucoup, un rapport au fantastique qui me plaisait beaucoup, une noirceur, un pessimisme qui me plaisait beaucoup. Donc effectivement, j'étais extrêmement enthousiaste. Je le suis en règle générale. Donc j'ai un petit peu effrayé Pierrick, mais finalement, oui, il y a quelque chose qui a fait qu'il est resté quand même. Donc tant mieux pour moi. C'est une vraie chance d'avoir fait ça. Mais c'est vrai que je me suis demandé si la manière dont était abordée l'enfance dans le roman pouvait être retrouvée dans les jeux, sachant que dans le roman, surtout le thème du contrôle sur le corps de l'enfant et sur ses décisions qui va jusqu'à la négation de l'intelligence de l'enfant. Et c'est vraiment très fort, et la manière dont c'est mis en scène, c'est un peu sans concession. Et voilà, je me demandais si ça c'était ton apport personnel ou si ça faisait partie vraiment du projet de la licence. Alors déjà merci. Je crois que tu n'aurais pas pu me faire plus plaisir qu'en disant ça. Donc j'étais encore hier à un colloque du Conservatoire national du jeu vidéo et on parlait de ce rapport à l'enfance parce que je milite par ailleurs pour les droits des enfants. Donc dans ma vie personnelle et je travaille avec des enfants depuis longtemps. Et ce que j'ai senti dans A Plague Tale, c'est qu'il y avait de la place, et déjà un terreau qui parlait de ça, de la privation j'ai pas envie de dire de l'enfance, je veux dire de tout un pan de notre vie. C'est-à-dire qu'on a 10, 15, 20 ans, et ça peut aller plus loin même, parce que tant qu'on a des parents encore, on a encore ce lien de filiation qui peut nous renvoyer à cet état d'enfant, comme on le dit, donc ça peut aller très très loin. Mais en fait, on nous prive de beaucoup de choses. On nous prive de droits, on nous prive de sécurité, parfois, purement affective, psychologique, physique, et on nous prive de nos choix, et on nous prive de notre vie. Beaucoup. C'est-à-dire que c'est comme si la condition d'être humain ne commençait qu'à X années, mais en tout cas pas tout de suite. Donc on n'est pas encore totalement formé, on n'existe pas complètement. Je parle pas formé physiquement, je parle formé en tant que personne. Donc tout ça, il y avait quelque chose à faire qui était au droit croisement entre mes convictions personnelles, mes luttes personnelles, et l'imaginaire des personnes avec qui j'allais travailler. Parce qu'il était hors de question pour moi de débouler et de dire oui Cédric de Gotex est dans la place, maintenant on fait comme je veux. Non, l'idée c'est que c'était un roman de commande, et au-delà de la commande, il y a un respect humain qui fait qu'on va pas aller saboter le travail de quelqu'un. Donc, fallait s'inscrire aussi exactement dans ce que faisait Asobo. Donc, pour ça, des discussions beaucoup avec l'équipe d'Asobo, et puis une préparation très analytique de l'œuvre pour être sûr que tout ce que j'allais exploiter, ça restait dans les clous et dans le respect de ce qu'ils avaient voulu faire. Et bien sûr qu'il y a cette thématique de l'enfance qui est forte, qu'ils n'avaient peut-être même en tant que concepteurs pas forcément analysé à ce point. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte à quel point ça parlait de choses intimes chez eux. Et du coup, c'était intéressant de pouvoir... Ce qui était intéressant dans les premières discussions qu'on a eues avec l'équipe d'Asobo, c'est que
Nous on connaissait pas, on connaissait les grandes lignes de leur Plague Tale Requiem. Vraiment les très grandes lignes. Et en fait, Cédric lui connaissait très bien Plague Tale Innocence, et il avait envie de creuser alors ce que lui nous refuse d'appeler l'enfance, mais quand même ce rapport à l'enfance que Amicia et Hugo n'ont pas dans Innocence, puisque du coup on leur prive de leur innocence. Enfin, ils sont projetés dans le monde des adultes d'une manière très violente, et voilà. Et du coup, ce que Cédric a apporté dans le roman, c'est de creuser justement cette relation de l'enfance, essayer de trouver dans cette respiration qui est de ce que constitue ce roman, une respiration entre le premier jeu et le deuxième jeu, de creuser cette enfance que les jeux, etc., qui n'ont pas eu le temps d'avoir dans Innocence. Et on ne savait pas, mais ça a beaucoup séduit notamment David Eden, l'un des patrons du studio, le directeur créatif du studio, qui justement est quelque chose qu'ils allaient creuser eux dans Requiem. Donc du coup c'était hyper intéressant parce qu'ils se sont très vite entendus, et ce que proposait Cédric était comment dire, on poursuivait je sais pas comment dire, le creusement des personnages en fait. C'est-à-dire que ce qu'on avait un petit peu mis en place, ce qui a été un peu mis en place dans Innocence, allait être vraiment développé au niveau des personnages d'Amicia, Hugo et de leur rapport à leur mère, qui pareil, quelque chose qui n'était pas du tout de manière très sporadique dans le premier jeu. Et donc ça, c'était passionnant de les entendre discuter de la relation que peuvent avoir Amicia, qui était un peu une mère de substitution pour Hugo dans le premier jeu, et la présence de cette mère entre guillemets un peu encombrante, mais qui reprenait sa place dans le roman, et qui va se développer encore dans Requiem, alors que moi j'ai pas encore fini, mais qui sont des thématiques qui sont déjà finalement abordées dans le roman. Donc ça tombait parfaitement bien en fait, je trouve. Mais ce qui était magnifique, si je peux me permettre de continuer à répondre ce que je voudrais pas, c'est que on a très vite été d'accord sur quelque chose. Alors moi je pense que j'ai fait un caprice. J'essaie d'être toujours le plus respectueux possible, mais j'ai dit à Pierrick au début, et du coup pour lui en fait il était tout à fait d'accord avec ça par chance, c'est qu'il était hors de question justement de faire un produit dérivé. Je pensais que la littérature et le jeu vidéo peuvent se marier de belle façon, autrement qu'en faisant simplement soit des produits pour les collectionneuses, soit des choses comme ça. Non, on peut faire des choses belles, et on a le droit de le faire. Maintenant, on a compris depuis maintenant plusieurs années que le jeu vidéo c'est une culture à part, et qu'il peut émerger de cette culture plein de belles choses, et que voilà. Donc là, il y a eu cette rencontre, et on voulait pas faire un produit dérivé. On voulait pas faire une déclinaison et faire un énième épisode de James Bond, ou j'ai absolument rien contre James Bond, mais je veux dire, c'était vraiment, il fallait continuer les arcs narratifs. Il fallait faire en ça, et c'est ça que la difficulté de ce roman-ci, c'était de dire comment on peut poursuivre un arc narratif qui commence au début d'Innocence, donc le premier jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, et qui a jusqu'à la fin de Requiem, et puis en plein milieu de cet arc, on rajoute un truc, mais c'est compliqué. Parce qu'il faut rajouter quelque chose qui reste fluide, c'est-à-dire on n'a pas forcément l'impression qu'il y a quelque chose qui a été rajouté. Donc faut faire une sorte de 1.5, mais tout est toujours cohérent. C'est-à-dire que si vous ne le lisez pas, c'est pas grave du tout, et si vous le lisez, eh bien il y a vraiment une logique, et on a presque l'impression qu'il y a 3 épisodes. Donc fallait réussir à faire ça. Ça veut dire que on ne pouvait pas se permettre de rajouter des choses. Encore une fois, on ne pouvait pas se permettre de rajouter des perles sur le collier et de dire là ils vont rencontrer un golem, et puis là non, c'est pas ça. Il fallait reprendre les mêmes éléments et du coup fonctionner. On l'a dit, je crois, dans le fascicule qu'on a distribué passé un temps où il y avait une interview. Travailler en verticalité, pas travailler en horizontalité en rajoutant des événements. Il fallait reprendre ce qui était existant et le polir, l'approfondir, toujours dans le respect de ce qui avait été fait. Et là, ça devenait super intéressant. Et on avait une vraie œuvre. C'était la bonne direction à prendre, dans le sens où, comme le deuxième jeu, Requiem se terminait en parallèle de l'écriture du roman, on peut pas, par exemple, dans le roman, couper un bras à Amicia. Voilà, parce que dans le jeu qui suit, elle a son bras, quoi. Donc c'est le bras. Voilà. Donc pareil, il y avait quelques éléments, on savait que il y aurait une nouvelle arme dans Requiem, etc. On pouvait pas tout de suite l'implémenter dans le roman. Donc il y avait quand même des choses à respecter. Du coup, la verticalité dont parle Cédric est intéressante, parce que du coup, il nous restait les personnages en fait. L'aventure, c'est l'aventure des personnages, de leurs relations entre eux, et des nouvelles péripéties qui vont nourrir leur caractérisation et leur psychologie.
en fait. Oui, il y a une redéfinition à la fin du jeu de ce qu'ils étaient au début. Voilà, il y a eu une transformation, donc ils ne sont plus les mêmes. Donc il fallait réussir à se dire où ils en sont, quels sont leurs défauts actuellement, quelles sont leurs blessures, quels sont leurs espoirs, est-ce que le désir a changé, ce sont des termes qu'on utilise beaucoup en narratologie, et du coup qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Parce que la fin de l'arc, elle est à la fin de Requiem, en fait, elle n'est pas à la fin du roman. Donc c'est une sorte, ça c'était très complexe et en même temps c'est une contrainte artistique, donc c'est super grisant. On a envie d'aller chercher là-dedans, de rendre la chose cohérente et tout. Mais voilà, moi ce que je retiens surtout de ce projet, au-delà de la passion et du plaisir, c'est un vrai respect pour ce récit en tant que tel. De dire voilà, et pour et puis pour les passionnés de Plague Tale, on pouvait pas se permettre de leur donner un roman et leur faire cracher X euros. Non, je crois qu'il y a un respect des gens. Donc c'était voilà, avec Pierrick on a travaillé comme ça. Respect du studio, respect des gens qui vont lire. Moi, je prenais mon plaisir personnel à écrire. J'avais pas à aller m'imposer après au-delà de ça. Si tu veux. Dans la création de l'univers, le roman, j'ai l'impression, prend vraiment sa place, à la fois à travers le travail d'analyse, à travers les discussions que tu as eues avec Asobo, et la manière dont ton travail va nourrir leur propre création et leur propre caractérisation des personnages dans Requiem. Donc tu fais partie de l'univers à part entière dans cette mesure-là. Quand bien même t'as pas la même liberté pour créer de nouveaux événements ou couper un bras à Misia. Mais... Oui, c'est vrai, je comprends ce que tu dis, et c'était une chance pour nous avec Pierrick de travailler là-dessus, parce qu'effectivement, on fait partie on a eu la chance de faire partie d'un projet qui était assez fabuleux à bien des égards. Après voilà, la source de cette espèce d'univers transmédia, presque on pourrait dire, la source ça restait le jeu vidéo. Donc on y est allé très modestement avec Pierrick, mais on a fourni le mieux de ce qu'on pouvait, voilà, par respect pour cette communauté-là. Ça s'est construit de manière empirique en fait, avant que Cédric arrive sur le projet. Moi j'étais allé rencontrer les gens d'Asobo, notamment Kevin Choteau et Sébastien Renard, qui sont le game director et le lead writer, et David Deden, qui est le directeur créatif du studio, et qui c'était presque eux qui me posaient plus de questions, savoir mais comment Brajlon envisage ce roman, parce que nous on n'a pas d'idée quoi. En fait, on est tellement dans notre jeu que et donc je leur ai dit moi j'avais compris qu'il se passait quelques semaines ou quelques mois entre les deux jeux. Je dis l'idée ça serait d'insérer ce roman dans ce temps-là. Et je dis le seul truc que je vous demande c'est à quel antagoniste quel antagoniste vous pourriez nous donner qu'on puisse insérer dans le roman, parce qu'un roman sans antagoniste c'est un peu triste. Et du coup ils nous ont dit nous on avait créé des personnages, on voulait insérer dans Requiem les personnages des flagellants, et du coup on les a pas mis parce que c'était trop riche, c'était un peu au chausse-pied, etc. Donc finalement on les a sortis. Et je dis super, voilà, on a nos antagonistes. Et quand c'était un des premiers trucs que j'ai dit à Cédric, je dis voilà, ça va se passer entre les deux jeux, et les antagonistes c'est les flagellants, voilà, et Cédric s'est emparé de ça avec brio, et à la fois c'est des antagonismes présents qui maintiennent la pression, et en même temps le roman raconte tellement plus de choses que ça, que voilà, sur les relations entre les personnages principaux, Hugo, Amicia, leur maman et Lucas, voilà. Je crois que la puissance d'un antagonisme, je parle d'antagonisme en général, parce qu'il peut être personnifié de façon très différente. Hal tu parlais de 2001 tout à l'heure, c'est assez fabuleux. Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est pas quelqu'un? Ça c'est encore un autre débat, mais ça sert toujours à mettre le ou les protagonistes face à eux-mêmes. C'est ça la puissance de l'antagonisme. C'est pas juste qu'on veut mettre des obstacles, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est comme c'est ma façon de voir à moi, mais je pense que les films de zombies n'ont rien à voir avec les zombies. C'est la mort lente qui approche tout le monde, et du coup comment en tant qu'être humain je vais vivre avec Pierrick en sachant que cette mort lente arrive, à quel point je vais plus penser à moi qu'à Pierrick, à quel point on va s'entraider, etc. Non, j'en fiche que je sois des zombies. C'est ce genre de la mort lente. On parlait du film Premier Contact tout à l'heure. Voilà, une entité extraterrestre arrive face à l'humanité. Qu'est-ce qui se passe chez les humains? Qu'est-ce que ça suscite? Qu'est-ce que ça fait naître, etc. Donc l'antagonisme, il faut savoir le gérer, lui donner plus ou moins de place. Et là, les flagellants, ils n'avaient pas pour but de prendre une place folle, parce qu'on parlait pas
de religion, ce sont des fanatiques. C'est pas ça dont on parlait, mais il fallait mettre une pression par rapport, encore une fois, à quelque chose qui est purement adulte. Le plus souvent, il y a des enfants qui sont croyants. Ce n'est pas de ça que je discute, mais c'est encore ce monde adulte qui crée des sectes, enfin voilà, tout un tas de choses et qui vont imposer ça aux enfants. Donc ça devenait intéressant. Donc ils pouvaient mettre la pression, les flagellants, mais c'est pas un livre sur les flagellants. Donc il fallait juste recadrer sur cette privation de l'enfance, cette privation de l'individu, privation de lui-même. C'est ça qui était intéressant. Donc il fallait pas qu'il prenne trop de place. Mais en même temps, il pouvait donner un peu de rythme et voilà. Mais c'est vrai que un des personnages que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est celui de la mère, qui est à sa manière un antagoniste aussi, et en même temps qui met les enfants dans une position de dépendance aussi bien matérielle qu'affective. Et dans ce cadre-là, j'ai trouvé que structurellement, déjà, le roman était vraiment très intéressant, qui était peut-être un peu plus proche du young adult dans la mesure où on a tendance à s'identifier à Mika qui est beaucoup plus active forcément que Hugo dans l'histoire, mais que son but, ça reste l'émancipation d'Hugo par rapport à la mère. Et les flagellants, j'ai eu le sentiment qu'ils servaient à faire évoluer les situations relationnelles, à changer un peu l'univers autour d'eux, et à les amener de lui-même en quelque sorte dans une renégociation un petit peu des termes de la dépendance à la mère aussi. Je peux me permettre de... En fait, typiquement, Béatrice, le personnage de Béatrice est un personnage extrêmement important, intéressant, que ni les jeux ni le roman ont pu exploiter à 100%. C'est quelque chose qu'on aurait aimé, David en parlait l'autre fois, peut-être faire encore plus, lui donner encore plus de valeur, mais pour l'instant, c'est pas son univers. On parle d'enfance, donc il y a un lien, bien entendu, puisque c'est la mère. Mais encore une fois, c'est une personne qui est extrêmement savante. C'est une référence de son époque en matière d'alchimie. Donc c'est une grande scientifique aujourd'hui. On parlerait d'une grande physicienne, astrophysicienne, peut-être quelque chose comme ça. En plus, elle est dans le contrôle permanent. Elle a des enfants qu'elle aime. Hein, c'est bien montré qu'elle les aime, mais elle est pas là pour s'occuper H24 de ses enfants. Hugo a une chambre pleine de jouets. Et elle s'occupe de lui, mais par le biais de la science. Elle va trouver un élixir pour lui. Elle va pas lui faire des câlins toute la journée. Elle va trouver un élixir pour le soigner. Donc c'est indirect. Et pour elle, l'enfant n'a pas de pouvoir de décision. C'est pas un enfant n'a pas, mais c'est pas méchant. C'est qu'un adulte il décide parce que c'est comme ça. Donc quand les flagellants arrivent, c'est à elle de prendre les décisions de ce qui est mieux pour les enfants. C'est son rôle. Et du coup, pas une seule seconde, elle se dit que les enfants pourraient avoir une liberté de choix. Et c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, par rapport à ce que tu disais de façon très juste, je pense, tout à l'heure, par rapport à l'enfance. Il y a quelque chose... Enfin, je sais pas si cette question, je la déplacerai ou... Enfin, ça dépend si tu la trouves assez pertinente ou non, mais tu parles en utilisant le vocabulaire inclusif avec du neutre, quand tu dis LE, par exemple, ou collectionneuse, je sais pas comment on dit tout à fait. Déjà, question toute simple, est-ce que c'est envisageable d'écrire un roman de cette manière-là avec un neutre, un roman, une nouvelle ou autre? Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Enfin, évidemment, pour moi, ça me parle que tu utilises ce vocabulaire au vu des thématiques abordées dans Plague Tale. Et est-ce que ça apporterait quelque chose par exemple, d'écrire ce roman en écriture inclusive? Oui, alors, moi je pense parce que, moi par exemple, j'aurais tout à fait écrit 2 versions. J'aurais aimé pouvoir proposer 2 versions, tant que la société n'est pas encore tout à fait au diapason pour se dire de ce qu'il faut faire. Moi, l'inclusif, mon positionnement, il est tout simple. C'est que je m'en fiche qu'un point médian soit moche ou pas moche. Je m'en fiche que le mot que ça va donner il soit moche ou pas moche, qu'il plaise ou qu'il plaise pas. L'important, c'est qu'il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin d'un truc. Ils ont besoin qu'on le fasse. Et par respect pour eux, je suis désolé, moi j'estime que c'est pas difficile. Donc ça ne me dérange pas de le faire, et même je suis content de le faire pour ces personnes-ci. Donc le temps que... il faudrait que ce soit immédiat. Bien entendu qu'il faudrait que tout le monde accepte dès maintenant de dire oui, bien sûr, on a cette inclusivité absolue, et pas qu'en termes de genre, hein, en termes de tout. C'est mon positionnement. Et puis là, voilà, on a moyen peut-être des fois de changer un petit peu des choses. Moi, je serais attaché, par exemple, à moins genrer les protagonistes, peut-être à moins mettre d'adjectifs
marqué, à faire des choses douces quand il faut les faire, des choses plus brutales quand il faut les faire pour militer de façon forte. Donc moi je pense que ça peut être sympa de tenter des choses et peut-être de façon intermédiaire au début proposer peut-être plusieurs versions, etc. C'est pas quelque chose qui, je pense que c'est important pour les gens. Et quand tu parlais de Plague Tale, on est dans la privation de l'identité. C'est pour ça que de temps en temps je parle pas d'enfance uniquement. Les enfants sont des individus, mais on va les conscrire à cette chose qui est l'enfance, qu'on va par ailleurs glorifier. On va dire, regardez ce temps béni, mais l'enfance c'est pas un temps béni. L'enfance c'est un temps affreux à bien des égards. Et que même quand on est dans des familles privilégiées, dans des milieux privilégiés, dans des pays privilégiés, on peut vivre en étant enfant, et souvent on vit des choses affreuses. Et les gens qui disent qu'ils ont eu une enfance heureuse sont en général soit des gens qui ont été extrêmement privilégiés, pas de façon matérielle, de façon de la statistique, c'est-à-dire que ça arrive très rarement, soit des gens assez amnésiques, et ils se rendent compte, ou alors qui ont fait preuve d'une telle résilience qu'ils ont réussi à accepter certaines choses inacceptables par pure résilience. Donc l'enfance c'est quelque chose d'extrêmement difficile, j'inclus l'adolescence dedans, et ces gens, heureusement que légalement il y a une séparation entre les enfants et les adultes, ça c'était extrêmement précieux, il faut le défendre, sinon comme je le dis souvent, on marie des gens de 4 ans avec des gens de 40 ans, et non, donc ça c'est hors de question, il y a une différence, mais il ne faut jamais oublier que les enfants sont des individus avec des identités à part, il faut les écouter, les entendre, respecter leurs droits. Et donc l'inclusif pour moi il va dans ce sens. Il va dans ce sens de respecter l'individualité des gens, ce qu'ils veulent être, ce qu'ils se sentent être. Voilà. Mais c'est vrai que le personnage qui prolonge ce thème de manière très forte, c'est celui d'Augustus, qui, tu dis jamais son nom d'origine, mais on comprend qu'il a été renommé par l'abbé ou le prieur du... Oui. Et lui aussi fait exactement preuve de la même privation d'identité, jusqu'à un outil de torture qui va le ôter l'usage de sa voix. Et donc, je sais pas si tu as envie de commenter un petit peu, on va peut-être pas éviter de spoiler non plus, parce que j'espère que ce podcast donnera envie à plus d'une personne de lire le roman, mais peut-être que tu peux commenter un petit peu, justement cette privation d'identité de l'étranger, de l'autre, celui qui n'appartient pas à la communauté, qui est semblable, en tout cas qui est mise en parallèle avec celle qu'on fait subir à l'enfance. Oui, c'était une façon douce d'aborder l'oppression, parce que je pense que là on parlait de l'enfance, et il faut pas à tout prix, je pense, vouloir tout mettre partout, mais ça n'empêche pas qu'une perspective, qui est une perspective humaine, c'est la mienne, je n'impose à personne de la penser, c'est cette inclusivité absolue, moi j'y crois, je pense qu'il faut le défendre activement, et bien du coup ça transparaît dans tous les éléments de la vie, et effectivement mettre un personnage qui en l'occurrence venait d'une culture étrangère, dans le cas d'Augustin, c'était... Pourquoi ne pas le faire ? En fait, quand un personnage, il peut être autre chose que l'image privilégiée, pour le dire, de l'homme blanc puissant, pourquoi en fait ? En fait, des fois ça ne pose aucun problème. Quand il faut parler d'un homme blanc puissant, parlons d'un homme blanc puissant, cisgenre, etc., parlons-en, parce que si ça peut avoir un intérêt. Mais des fois, en fait, c'est pas si important. Des fois, en fait, avoir une bouchère plutôt qu'un boucher, en fait, ça change pas. Et c'est significatif, donc faisons-le. Montrons aussi la diversité là-dedans, et puis on va voir finalement que tout est cohérent en fait là-dedans. Et entre l'enfance et l'étranger, et entre la femme et la personne transgenre, et en fait il y a beaucoup de points communs qui les relient aussi aux personnes les plus privilégiées, et les hommes blancs, etc. Donc le fait que tout ça c'est un système construit, un système social, et qu'on a des moyens de pression qui sont pas forcément... Alors je n'ai rien contre l'activisme, mais qui peuvent aussi parfois être doux et avoir de l'impact. Donc pourquoi pas. Donc c'était pas l'idée de transformer ça en roman militant, pas du tout, mais c'est que voilà, on peut aussi faire passer des messages de façon douce, et puis ça... Voilà, c'est quand même présent, ça construit quelque chose de respectueux, voilà. Je te vois beaucoup approuver les propos de Cédric, Pierrick. Est-ce que c'est, en tant qu'éditeur, tu peux partager justement les idées de tes auteurs de manière, disons, vraiment partager les mêmes idées? Est-ce que ça fait partie de ton engagement? À partir du moment où il y a, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce qu'écrit Cédric et dans ce qu'est Cédric en tant que personne, c'est son humanité, sa bienveillance, etc. Donc, moi, j'ai pas,
tout le respect qu'il a mis, enfin tout le respect dont il parle, etc. Ça se ressent dans le roman. Donc moi, j'ai pas à intervenir là-dessus. En fait, j'ai pas ma voix à donner. Moi, la seule voix à donner que j'ai, c'est de produire un bon roman et que Asobo nous autorise à le publier, parce que c'est ça au départ quand même. Donc par exemple, je me rappelle d'une fois. Alors, enfin, voilà, donc tout ce que dit Cédric, voilà, lui il est beaucoup plus acteur que moi. Moi, je suis plus observateur. On n'est pas la même génération aussi, enfin, on n'a pas le même âge. Du coup, moi, je vois tout ce qui se passe et je prends et j'apprends et je suis plutôt favorable à tous ces changements, ces évolutions sociétales. Par rapport à ta question sur est-ce qu'on pourrait avoir une écriture inclusive dans un roman, moi, je pense que non, parce que je trouve qu'il y a une difficulté de lecture et qu'en même temps écrire un roman et des personnages, c'est aussi faire des choix, et c'est toujours important. Donc voilà, maintenant tu peux faire passer des messages en ayant fait tes choix au départ, donc ça, il y a aucun souci. Et je me rappelle d'une fois dans l'écriture du roman où c'est Asobo qui nous a dit attention à ne pas, enfin, on a toujours fait attention à ne pas sexualiser Amicia. Donc il y avait un petit truc à un moment, peut-être tu pourras en parler, où on nous a dit non ça passe pas, et on a tout de suite réalisé qu'effectivement enfin c'était pas le lieu, quoi. Oui, parce qu'en fait il y a un personnage, je voulais lui faire tenir un propos extrêmement sexiste, volontairement. Et puis en fait, bah voilà, ça colle pas, parce que par rapport à l'univers, il valait mieux que ce genre de choses ne soit pas dans l'esprit des gens. Amicia ne devait pas être sexualisée. C'est quelque chose qui donc bon voilà, on a fait ce petit ajustement et c'était pas fondamental. Non, c'était un point de détail. C'était un point de détail. Donc mais c'était intéressant. La discussion était intéressante. Donc ça, ouais, voilà. Donc c'était très chouette de pouvoir adapter ça. Ça reste un travail de commande, donc c'est important c'est pas un mot qui est moche, c'est que bon, je le dis tout le temps, mais quand on sait et peut faire, on fait pour les gens qui ne peuvent pas et ne savent pas. Donc quand quelqu'un demande un roman, bah, c'est peut-être que lui il sait pas l'écrire. Moi je sais pas faire des jeux vidéo par exemple. Donc voilà, on échange et puis on essaye de faire en sorte que ça reste quand même fidèle à leurs envies de départ. Bah, ça collait pas, donc bah, on l'enlève, quoi, c'est pas grave. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai beaucoup apprécié que Amicia ne soit pas du tout sexualisée et même pas genrée, parce que son rôle de grande sœur, on pourrait aussi bien dire que c'est un rôle de grand frère, et il y a absolument aucune différence qui est faite entre les deux. Et puis maintenant le monastère aussi, il y a des personnages féminins qui sont d'habitude plutôt attribués à des garçons, et ça n'empêche pas du tout le traitement du corps et du corps dominé dans l'hospice et même dans le traitement matériel et dans le traitement sacré et symbolique. Donc moi je suis assez d'accord pour dire que c'était pas nécessaire, parce que ça disait déjà tellement en fait qu'il y a peut-être pas besoin d'en rajouter plus, je sais pas. Oui, puis c'était au détour d'une blague, donc moi ça m'avait pas choqué en le lisant, mais je comprenais qu'on faisait un petit pas d'écart par rapport à ce qui avait été à ce qui avait été défini autour d'Amicia. Donc ce petit pas d'écart, on ne devait pas se le permettre, et c'était bien qu'on nous ait dit de pas le faire en fait. Parce que... Excuse-moi. Non, vas-y, C'était pour sortir d'un moment extrêmement pesant. Et en fait, il y a un personnage qui se dit, il y a quelque chose qu'il a vécu qui était très très dur. C'est un enfant, en l'occurrence, et du coup il fait une remarque très potache en disant allez, on change de sujet. Et donc il dit quelque chose d'extrêmement potache, mais du coup ça existe. Et donc c'était bien qu'on en discute, c'était très intéressant de parler de ça. Et puis chez les enfants, effectivement, il y a eu ce travail là-dessus, de dire que finalement peu importe en fait, ce sont des gens qui jouent, ce sont des gens qui pleurent, ce sont des gens. Donc on gardait quand même ces codes médiévaux. Il y a un des enfants qui tient à une relation de couple qu'il s'invente avec une autre jeune femme. Mais en fait, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas ta petite amie, quoi. Enfin, puis ils continuent leur vie, puis tout va très bien. Mais quand même, effectivement, comme à l'époque, les femmes, comme aujourd'hui encore, cela dit, mais s'occuper énormément des enfants, bah, c'est vrai qu'elle peut avoir un petit côté un peu plus, ce qu'on appelle maternel. Mais voilà, c'est vraiment... Bon, toi, Cédric, je pense que tu as joué au jeu quand même. Est-ce que tu les as fait, Pierrick? Oui, moi j'ai fait
après avoir contacté Asobo, j'ai fait le premier jeu. Alors, je suis un piètre gamer, donc j'ai dû passer, je pense, 120 heures, alors que j'aurais dû en passer 10 ou 12. Mais je l'ai fini et j'étais ravi parce que ce que j'avais pressenti en voyant les trailers et en lisant les différentes reviews sur le jeu, je voyais que c'était d'une intensité et le côté narratif me plaisait énormément. Donc je me suis dit, il y a vraiment un terreau à creuser pour en faire un roman. Donc ça, j'étais intimement convaincu. J'ai commencé Requiem, mais je n'en suis qu'au début et je vais attendre que Papa Noël m'offre une PS5 pour pour passer pour jouer de manière plus enfin profiter de toutes les qualités du jeu, voilà, parce que là j'ai commencé sur la Switch Cloud, là, je sais pas quoi, là, et c'est assez pénible. Donc voilà, mais le peu que j'ai vu du début, je suis aussi ravi que notre roman s'inscrive dans cette ligne narrative complète, en fait. Alors, cela dit, j'ai dit une bêtise tout à l'heure quand j'ai dit que j'avais joué au jeu. J'ai joué au deuxième. Le premier, j'ai regardé les let's play d'un streamer lyonnais qui s'appelle Atomium, que je salue, et qui m'ont beaucoup aidé parce que quand j'écrivais et que je voulais garder la voix des personnages, c'est très important pour moi, je retournais les écouter. Donc en fait, je retournais dans les let's play d'Atomium et j'écoutais comment parlait Lucas, comment parlait Béatrice, et comme ça, je pouvais vraiment m'immerger dans une voix uniquement, me noyer dedans, et après c'était plus simple c'était plus naturel après d'écrire. Par contre, j'ai joué au deuxième. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que la voix, c'est souvent aussi un vocabulaire, une respiration et un caractère qui se construisent. Enfin, tout ça évidemment lié, sans qu'il y en ait un qui détermine le reste, mais ça fait partie complètement du personnage. Et justement, je voulais qu'on parle un petit peu de ce qu'apporte le jeu vidéo à la narration et au récit. Et peut-être que parler de la voix, c'est peut-être un bon point de départ pour ensuite glisser vers tout le reste, l'interactivité, les graphismes, l'action aussi. Enfin bref, je te laisse prendre la parole. Toi ou Pierrick d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, là, par exemple, en non spécialiste des jeux vidéo? Bah, en fait, moi, j'ai redécouvert le jeu vidéo par le biais de mes enfants, qui sont beaucoup plus gamers que moi, et j'ai découvert qu'on pouvait avoir des sens. Alors moi, je suis plutôt cinéphile, je lis un peu, etc. Et j'ai découvert qu'avec le jeu vidéo, on pouvait avoir des émotions que ni le cinéma ni la lecture ne pouvaient apporter. Et notamment, je dois rendre hommage ou pas d'ailleurs, mais c'est un jeu qui m'a apporté ce sentiment-là, c'est quand j'ai joué à Détroit de Quantic Dream, où en fait on joue plusieurs personnages, donc dans des séquences différentes, mais des fois les personnages sont amenés à se croiser ou à se frôler, on va dire. Et notamment, il y a une scène où on joue une jeune femme qui prend sous sa coupe, de ce que je me souviens, une jeune fille, et elle se cache, parce qu'elles sont poursuivies, je crois, par la police. Et elle se cache dans un endroit, dans une cabane, enfin dans une maison. Et en fait, la séquence d'après, la police arrive et on joue un inspecteur et qui a pour mission de débusquer cette femme et cette jeune fille. Et là se pose un dilemme. C'est mais moi en tant que joueur, je sais où elle est et je sais que ce personnage de flic, j'ai envie de le jouer. Il est plutôt positif et j'ai envie de l'aider. Mais j'ai pas envie qu'il aille débusquer cette jeune femme et cette jeune fille. Donc quelle est ma position de joueur en tant qu'acteur? Du coup, je suis plus juste spectateur, je suis acteur de tout ça. Et c'était la première fois que je ressentais ça. Et c'est ce qui me plaît aussi dans le jeu de Plague Tale, c'est que non seulement on incarne ces personnages, mais on nous force parfois à faire des choses qu'on n'aurait pas envie de faire en fait, et c'est ça que je trouve passionnant en fait, c'est que vraiment on est à mi-chemin entre le côté passif du spectateur quand on va voir un film et le côté acteur quand on vit une aventure, sauf que là on est projeté dans un univers, on est à la fois spectateur et acteur, et c'est parfois ça propose parfois des dilemmes assez presque insolubles en fait. C'est l'historique du choix, c'est ce que commencent à faire naturellement les enfants quand ils jouent.
C'est-à-dire qu'il y a toujours ce choix de répondre un peu ce qu'on veut à ce que dit notre camarade de jeu. Ça s'est perpétué ensuite de façon très 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 résumée dans des choses comme la commedia dell'arte où l'improvisation est très importante, où le scénario va être quasi généré de lui-même, mais où un comédien pouvait tout à fait, ou une comédienne avoir l'envie de répondre plutôt ci ou plutôt ça, tant que ça restait dans le stéréotype de son personnage. Ce qu'on a retrouvé après dans les livres dont vous êtes le héros, où là on pouvait commencer à avoir de l'interactivité et puis faire un choix face à une situation. Et puis il y a peut avoir quelques jeux cinématographiques un peu où on pouvait, cette espèce de court-métrage où on pouvait choisir un petit peu quelle serait la bobine suivante. Je pense qu'il y a dû avoir des petites choses expérimentales comme ça. Et puis le jeu vidéo a permis de faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut appuyer sur le bouton pour savoir si on tire ou on tire pas, ou si enfin des choses comme ça. Donc ça c'est assez intéressant. Et ça a poussé le principe. Alors en narratologie, on parle d'ironie dramatique quand tu sais quelque chose en tant que toi tu profites du spectacle, mais les personnages de l'histoire ne savent pas quelque chose. Alors, Truffaut et Hitchcock disaient, s'il y a deux personnages qui parlent à une table, voilà, il se passe pas grand-chose. Mais si vous, en tant que téléspectatrice, vous voyez qu'il y a une bombe sous une des chaises, tout à coup, vous êtes très habité par la chose. Et puis là, le jeu vidéo, il amène encore autre chose, c'est que là, non seulement on voit la bombe, mais en plus, si on veut, on peut la désamorcer ou pas. Et donc ça, c'est très intéressant. Mais on reste bien entendu toujours sur une base de narratologie, qui nous vient de la dramaturgie, de l'imitation des actions humaines. Alors qu'est-ce que c'est qu'une action humaine? On a un problème, on essaie de le résoudre, et puis il y a des obstacles. J'ai faim, je vais aller acheter un pain au chocolat, sauf qu'on est dimanche et que la boulangerie elle est fermée. Et c'est idiot, mais c'est la plus basique des expériences humaines. Et puis, à l'autre bout de ce spectre-là de la dramaturgie, on va trouver des épopées et des choses où il se passe... C'est beaucoup plus complexe, il se passe beaucoup plus de choses, mais on est toujours sur ce truc-là. Et que ce soit du jeu vidéo ou du roman, c'est la même chose. Donc après, il va falloir voir où il y a des différences entre le jeu vidéo, entre les supports. Et qu'est-ce qu'un roman peut faire que ne peut pas faire un jeu vidéo? Notamment, c'est aller plus en profondeur, justement, peut-être, parce qu'on n'a pas forcément trois volumes de 600 pages, et notamment toute cette question que moi je n'aime pas parce qu'elle est souvent très triste, mais de l'industrie, il y a des budgets, il y a des choses, et puis des fois, on voudrait faire un jeu qui fait 50 heures, non, il fera 15 heures parce qu'on n'a pas l'argent. Donc comment on fait? Alors qu'un livre, c'est plus facile de passer de 400 à 600 pages, même si, en tant qu'éditeur, Pierrick me dirait, oulala, tu sais, après avec les transporteurs, ça va poser le problème, mais, et à l'impression aussi. Mais je veux dire, dans l'idée, ça reste, je pense, plus accessible de faire un roman un peu plus long que ce qu'on avait prévu plutôt qu'un jeu vidéo. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent changer. Et puis, on n'a plus l'interactivité, hormis dans le cadre des livres dont vous êtes le héros, par exemple, et de leurs dérivés. Ou des jeux vidéo très textuels. Au début, on en parlait pendant le colloque, il y a des gens très savants qui en parlaient. Mais l'interactivité, pour moi, elle existe aussi dans la lecture, et c'est la base déjà du fun, de la conscience de l'histoire, de créer un peu une cartographie des événements, des personnages, et de la lecture critique également. C'est de toujours questionner en anticipant et en se disant « Ah ben tiens, moi je pensais vraiment que ça allait se passer ailleurs. Je trouve que là, le scénariste il a fait un choix à la con, par exemple. » Puis après, 50 pages plus tard, on était « Ah mais en fait, c'était génial. » Et ça s'explique et ça prend sens aussi bien dans l'histoire que dans les thèmes qui sont abordés. Alors, pour moi, cette interactivité et le plaisir du livre, ça vient aussi de ce que, pour qu'elle existe, on doit être totalement indépendant de ce qui est écrit. Peut-être que dans le jeu vidéo aussi, on est assez dépendant des choix que laisse le studio ou le créateur du jeu vidéo, et qu'on va peut-être avoir moins cette facilité à s'extraire tout à fait des choix possibles, et pour revenir à ce que nous, on aurait imaginé. Parce que là, au contraire, à la place de nous donner plus d'immersion, comme ça peut le faire avec le livre, cette attitude de retrait nous enlève l'immersion avec le jeu vidéo. On peut avoir de toute façon dans un jeu vidéo, une fois que vous avez terminé un livre ou un jeu vidéo, vous vous êtes créé une histoire linéaire. Donc de toute façon, après, vous pouvez avoir cette même posture d'analyse, et en fait, on a le choix en tant que lecteuriste, le choix de l'implication. On peut s'impliquer plus ou moins, on peut disparaître dans l'univers ou lire quelque chose de façon plus analytique. Moi-même, des fois, je profite pas de certaines œuvres parce que je sais pas où me positionner. Si je dois analyser ou simplement consommer, c'est moche comme mot, mais ou profiter, voilà. Donc des fois, je me fais piéger. Donc, mais effectivement, il y a ce choix d'implication qui peut aller après dans la post-lecture où on peut effectivement réfléchir à des choses, ou même pendant, on s'arrête et puis on réfléchit. Ouais, je sais pas si, en tout cas au niveau de la conception, du coup, il y a un processus itératif qui est plus compliqué dans le jeu vidéo, parce que vous créez quelque chose,
par exemple une ligne de scénario, ou créer un scénario, et puis en fait on vous dit mais en fait on n'avait pas vu. Mais il y a un truc qui est hyper intéressant chez les joueurs en ce moment, c'est de pouvoir voler. Dans les jeux, il faut voler maintenant. Et d'un seul coup, vous volez. Mais en fait, dans votre scénario, vous n'avez pas prévu qu'on vole. Donc en fait, c'est pas du tout la même chose d'écrire un roman où on maîtrise tout et qu'il y aura globalement peu de changements ou alors des changements dans le récit, alors que là, on parlait du mensonge premier tout à l'heure. Quand on crée une œuvre, on a le droit de mentir une première fois aux gens en disant par exemple que dans notre univers, les gens crachent des boules de feu. Personne ne crache des boules de feu dans la vraie vie. Donc c'est le premier mensonge. On dit allez, on va tous se mettre d'accord là-dessus, mais après il faut plus mentir aux gens. Et quand on crée un roman, on peut poser ça, par exemple, on pose le mensonge de départ, puis après on déroule. Et en fait, dans la conception de jeux vidéo, avec le processus itératif, donc ça veut dire on donne quelque chose, puis après il faut peut-être le changer, puis après on redonne quelque chose, puis il faut encore le changer, etc. On peut arriver avec de nouveaux mensonges n'importe quand, donc faut tout réussir à recréer cette cohérence de base, et c'est super compliqué. Donc effectivement, ça, dans l'écriture, c'est plus difficile. Mais quand tu dis voler, tu veux dire voler dans les airs ou voler des objets? Voler dans les airs. Dans les airs, oui, parce que j'ai fait quelques jeux comme ça, comme Breath of the Wild, où c'était un des grands challenges de réussir à se faire un radeau volant ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une transgression sociale dans beaucoup de jeux qui est très importante, parce que s'il n'y a pas ces possibilités de transgression, il n'y a pas de liberté dans le jeu. Et là, on est dans Pokémon, et puis on se fait juste contrôler à distance par le prof, enfin même quand on arrive à la Ligue des Champions, quoi. Alors que quand cette transgression vis-à-vis de la société est possible, oui, pourquoi pas expérimenter une transgression vis-à-vis des lois même physiques du jeu, ou des choses comme ça. Et peut-être que ça, la liberté, c'est de pouvoir un peu hacker les possibilités même du jeu pour créer son propre gameplay, quoi. Mais il faut que tout le monde soit d'accord dès le départ. Il faut que la créatrice et les gens qui vont ensuite profiter de l'œuvre soient d'accord, et on dit c'est comme un jeu de société. On change pas les règles en plein milieu. À moins que ce soit un truc un peu méta, tout est libre en création. Bien sûr qu'on peut faire un jeu où en fait les joueurs ne le savent pas, mais à la fin on tourne une carte et toutes les règles changent. Et ok. C'est tout le problème de la cohérence, c'est-à-dire que on peut juger en tant qu'individu ce qu'on vient de lire, le jeu auquel on vient de jouer, le film qu'on vient de voir, à l'aune de mais moi j'aurais plutôt fait ça, je trouve qu'il traite pas assez de ça. Oui, mais en fait c'est pas la question. Toi tu l'as reçu comme ça, très bien. Ton jugement c'est le tien, c'est subjectif. Mais est-ce que le créateur a triché par rapport à ce qu'il t'a proposé? Est-ce que le jeu, les promesses du jeu sont tenues? Est-ce que ce film qui traite d'un sujet, est-ce qu'il le traite, quelle est la manière dont le réalisateur ou le scénariste a voulu le traiter? C'est ça qui est intéressant. On peut pas forcément juger les choses par rapport à son prisme à lui. Il faut aussi voir quelles étaient les intentions. Alors des fois elles sont pas claires, donc du coup c'est un peu raté. Mais quand les intentions sont telles, on peut pas dire oui mais moi j'aurais préféré qu'elles soient dans l'autre sens. Non, en fait c'est pas ce qu'on t'a proposé. Donc soit tu adhères ou tu adhères pas, mais tu peux pas dire j'aurais préféré que ce soit tel sujet qui soit abordé, etc. Donc moi je trouve que dans les jeux c'est ça aussi, c'est que une promesse, c'est une promesse d'aventure, une promesse de découverte, une promesse de péripéties, une promesse d'aventure humaine, de sentiments, etc. Et j'aurais du mal à comprendre qu'un jeu soit une promesse, par exemple, d'aventure, de dépaysement, et que après on te mette la tête dans le seau parce que c'est pas du tout, on bifurque complètement. C'est pas très cohérent en fait. Il y a tout cet aspect-là. C'est-à-dire que moi au cinéma j'aime bien être bousculé, mais faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire que faut qu'on me pose des questions et que même si on n'y répond pas, je comprends pourquoi on me les pose à tel moment, etc. Dans un jeu et dans un livre, je pense que c'est important aussi. Et on en parlait tout à l'heure avec Pierrick justement, parce qu'on parle beaucoup. Beaucoup trop. On boit du café, on parle. On écrit des livres, on en édite. Et en fait, la cohérence au niveau du récit doit l'être aussi entre les actions et les thèmes. L'argumentaire thématique, ça doit être en écho direct on parlait d'un film en fait tout à l'heure, et je lui disais c'était très étrange, j'ai vu ce film hier, un film de science-fiction qui s'appelle Premier Contact, et moi j'ai passé un moment très agréable, mais si je passe en mode analytique, on a toute une résolution d'action qui se fait sur nous serons plus forts en étant unis. Donc il faut, on pas parler beaucoup du film pour pas le spoiler, mais donc on est vraiment sur ça, sur la discorde, le sujet de Babel. On est tous séparés. Comment on se retrouve, comment on communique tous ensemble.
Mais finalement, au niveau de ça c'est la construction du récit vraiment, pour résoudre les obstacles, pour aller au-delà des obstacles, pour que le personnage est au bout de son truc. Mais finalement, la thématique argumentative, c'est si on connaissait si on savait de quoi étaient faits nos existences, est-ce qu'on ferait les mêmes choix? Est-ce qu'on dirait oui tout de suite au départ pour la vivre, cette vie, si on en connaissait des choses? Et en fait, du coup, c'est par accord, on nous parle de deux choses très différentes. Et ça veut pas dire que c'est pas bien, parce qu'on pourra passer un bon film. C'est toujours ça, c'est que, comment on pourrait faire mieux? Comment est-ce que ce film, on peut parler de plusieurs choses dans un film, pas de problème, on peut parler de ces deux thématiques, mais si elles se croisent à intensité égale, et je trouve que nous, on est très binaire, en tant qu'être humain. Comme les ordis qu'on arrive à faire à superpuissance, tant qu'on ne sera pas à l'ordinateur quantique, de façon aboutie, je connais pas l'informatique, je sais même pas si c'est des pistes qui sont encore envisagées ou quoi que ce soit, mais, on est sur un truc et on le suit. Et si on est sur deux, on divise notre attention, notre capacité de réflexion par deux. Tout est divisé par deux, donc ça va pas. Donc en général, il faut dire aux gens, voilà, c'est de ça qu'on parle. On pourra parler de temps en temps de choses secondaires, mais elles seront toujours au service de cette chose première. Si on retisse pas ce lien par rapport à la thématique première, en narratologie, ça ne va pas, parce qu'on perd les gens. Si je vous parle de difficultés de l'enfance, et qu'en plein milieu, je vous parle, je sais pas, de politique, de politique, et ben vous allez dire peut-être, mais pourquoi on parle de ça? C'est comme les digressions, encore une fois, j'en parlais pendant le colloque, les digressions, on peut y voir un intérêt pendant 30 secondes, mais si ça dure plus, on se dit de quoi on parle, puis après on n'arrive même plus à repartir sur le bon truc. Donc cette cohérence, pour moi c'est un peu obsessionnel, mais c'est vrai que c'est très important. Et mais c'est vrai qu'il y a une exigence aussi dans les thèmes du jeu vidéo, et ça se voit y compris dans les énormes succès. Plague Tale, c'est à la fois apocalyptique et dystopique, et Breath of the Wild, c'est post-apocalyptique aussi, puisque le monde a été totalement ravagé, et voilà quoi. Enfin, c'est pas seulement du dépaysement, je pense que dans la création d'univers, l'univers doit faire sens aussi en lui-même, et peut-être que justement après ça se met au service à la fois l'histoire, le gameplay, et tous ces trucs-là au service de cet univers. Alors là-dessus, là on touche vraiment à quelque chose qui moi me fait vibrer en tant que créateur en fait. C'est que je ne suis pas pour dire que les personnages sont plus importants que le reste, ou que l'environnement est plus important que le reste, ou que il y a des gens qui vont vous dire on crée un univers, alors soit on crée d'abord l'univers, soit on crée d'abord les personnages. Non, comme on en parle dans le livret de la même façon, une œuvre c'est une toile d'araignée. Normalement, si vous tirez quelque part, tout bouge. S'il y a un truc qui bouge pas, c'est que c'est pas relié au reste, il y a un problème. Donc en fait, l'avantage que ça a, c'est qu'on peut commencer par n'importe quoi. Vous pouvez d'abord avoir une idée d'univers, une idée thématique, un argument qui vous fait vibrer, une émotion, ou un personnage que vous trouvez super classe dans votre tête. Il y a forcément un univers et une histoire cohérente à partir de cette chose de départ. Que vous pensiez à un cirque façon Freaks, que vous pensiez à un cow-boy ou une cowgirl qui a vachement la classe, et ben en fait à partir de ça vous pouvez créer tout tant que c'est cohérent. Et ça se trouve vous arriverez sur la même histoire. Donc en fait non, il y a un centre qui est un centre purement émotionnel. On veut en arriver à un message, avant d'être rationnel, il est émotionnel, il y a quelque chose qu'on veut créer, et par rapport à cette intention émotionnelle, on va créer un argumentaire émotionnel et thématique. Et après, ça va donner des actions. Parce que les actions, les péripéties, les personnages, ce sont des masques qui vont permettre de parler de ça. C'est un jeu de théâtre. Et ça va nous amener à une conclusion émotionnelle. Ça me rend triste, comment j'affronte ça. Après, on peut rationaliser, mais cette idée de cohérence, elle est là pour ça. Moi, je vois l'écriture et tous les arts, quand je les conceptualise, comme des toiles d'araignée. Mais je suis d'accord avec toi, notre émotion, elle existe à la fois dans tout notre corps et dans tout notre esprit, et à partir de notre être en entier, même une émotion précise va nous lier aussi au monde entier. Et à partir de là, oui, on peut partir d'une émotion pour faire vivre une infinité de discours, quoi. Alors oui, il y a une unité, et c'est vrai qu'elle se déploie comme ça dès qu'on les accepte et qu'on les cultive. Il y a une autre question, un petit peu, maintenant qu'on a dit tout ça sur le jeu vidéo aussi. C'est un peu qu'est-ce qui reste au roman, quoi. Pourquoi faire un roman, justement, et qu'est-ce que le récit pur, au-delà simplement sa qualité et la facilité économique et donc commerciale et les pratiques culturelles, quel est le sens, quoi, réellement?
Bonne question. Enfin, si on prend le cas précis de Plague Tale, moi je vois deux avantages. Voilà, c'est que Asobo a développé des personnages touchants, dans lesquels on s'est totalement identifié sur Plague Tale Innocence. Et donc moi je me dis, mais en fait, plus que l'univers, moi j'ai envie de partager encore des aventures avec ces personnages-là, et pas forcément des aventures vidéoludiques, mais aussi ce que décrivait très bien Cédric, c'est comment ils interagissent, comment ils sont dans un temps où le temps est un peu plus calme, parce que dans Plague Tale Innocence, ils sont constamment en action ou en réaction. Là, qu'est-ce qui fait quand la cellule familiale entre guillemets se retrouve? Quelles sont les interactions entre les uns et les autres qu'on n'a pas pu voir et vivre dans le jeu? Donc ça, c'est un premier truc. Et en gros, pour résumer, c'est le plaisir du joueur à retrouver ces personnages dans un autre média et de pouvoir les creuser. Donc la verticalité dont parlait Cédric au début. Et il y avait un deuxième point, mais que du coup j'ai zappé, donc je vais laisser la parole à Cédric. Non mais c'est ton cerveau qui a trié. Il était moins bien. Ouais, peut-être. Alors j'ai traité les deux en un. Je réponds, puis si tu te rappelles, je te renvoie le bâton de parole. Il faut voir que dans cette même optique d'inclusivité, si on inclut toutes les personnes qui travaillent sur un jeu vidéo ou un roman, pardon. Voilà, on prend Pierrick qui est éditeur, on prend les imprimeurs, on prend les gens qui lisent, etc. Il y a un intérêt à ce que ce soit un roman. Pourquoi? Parce que déjà, au-delà de l'écriture et ce qu'on peut avoir en tant que créatrice par rapport à l'écriture, il y a des gens déjà qui préfèrent lire. Et en fait, ça leur permet d'avoir un accès à un univers qui est très riche et très chouette. Et déjà, ça, c'est bien. Dans une question d'accessibilité à l'œuvre, d'inclusivité, on va inclure le lectorat dans un univers qui est chouette. Alors ouais, c'est de l'inclusivité encore, c'est le principe poussé encore un peu plus loin que ce dont on parlait tout à l'heure, mais pourquoi pas, ça c'est cool. Pour commercialement, même si encore une fois, je n'aime pas trop parler de ça, mais si on essaie d'oublier personne, c'est intéressant d'avoir pour les gens un univers qui est protéiforme, et on va partir dans le transmédia, on va partir au-delà des produits dérivés. Moi, je suis absolument contre faire ça, moi, je vais pas contre les produits dérivés, j'en achète moi-même pour des licences que j'aime bien, mais moi ça m'intéresse pas de faire ça. Donc il y a ce fait, oui, je pense, pour des créateurs et aussi pour une entreprise, de faire quelque chose qui a de plus en plus de support, et c'est ça aussi un livre, c'est aussi un objet commercial. Si on essaie de voir un petit peu tous les tableaux comme ça, donc en fait il y a plein de raisons pour lesquelles et puis on peut aller plus en profondeur. Il y a l'expérience du lecteur, c'est pas la même chose que l'expérience du joueur, et du coup ça montre que l'univers qui a été créé autour de Plague Tale peut tout à fait il est question d'une série télé, là on a fait un roman, voilà, ça veut dire que l'univers est tellement riche et tellement bien écrit, en fait c'est surtout ça, bien dessiné, que je dirais que n'importe quel média peut s'y investir en fait, parce que maintenant les bases sont solides, elles sont créatives, elles sont il y a de l'intimité, enfin il y a énormément de choses qui se passent dans ces deux jeux et dans ce roman. Donc du coup, ça prouve que les créateurs de cet univers ont bien travaillé et qu'on peut décliner ça, enfin même pas décliner, mais l'investir dans différents supports, quoi, différents médias. Et puis l'émotion n'est inféodée à aucun support, elle n'est prisonnière d'aucun support. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, très bien à Plague Tale, et même génial, enfin c'était incroyable de travailler là-dessus, et c'est fantastique, mais ça parle de quelque chose. Ils en sont arrivés au masque A Plague Tale, et ce masque cache des émotions, des thématiques. Et en fait, c'est ça qu'on transcrit après en roman. Donc on va reprendre le masque, effectivement, A Plague Tale, et on va faire des choses avec tout ça, mais en fait, voilà, on parle de la privation de l'individualité, on parle de la privation de l'enfance, si on veut utiliser ce mot-là. Et ça, en fait, ça pourrait être traité autrement. Et en fait, God of War, ça parle de quelque chose, le Seigneur des Anneaux, ça parle de quelque chose, et il n'y a pas de raison qu'un support ne puisse pas être exploité. Si vous écoutez simplement l'OST d'Olivier de Rivière, vous êtes dans A Plague Tale, et c'est de la musique, et il n'y a pas de mots. Et encore si, parce qu'il y a une chorale, il y a quand même des fois des paroles, mais il y a de l'émotion, et c'est des notes. En fait, le jeu vidéo, c'est l'opéra d'aujourd'hui.
on mêle tous les arts, graphiques, visuels, littéraires, et musique. C'est oui, Bon, depuis peut-être l'avènement de la 3D, il y a la sculpture. Peut-être le côté spectacle vivant, c'est-à-dire Ouais. Non, voilà, mais là, on n'est pas tous assis dans une même salle à jouer à un jeu vidéo. Enfin, La même si maintenant, ça se comparaison fait est- par le biais des Et l'opéra des est pas réseaux, interactif, donc bon. l'opéra. Ouais, c'est difficile, c'est compliqué. La comparaison est un peu provocatrice, bien sûr. Mais, Ouais, arrête de nous provoquer, on va s'en aller là, on en a marre nous. Enfin, du coup, ça serait un petit peu le sens de pouvoir créer des univers complets et qui, parce qu'ils sont complets et reposent sur tous les supports, s'adressent aussi à tous. Et enfin, c'est vrai que c'est un beau projet qui, enfin, je sais pas s'il y a d'autres supports qui pourraient être intéressants à développer justement. Et Enfin, tous, je pense que tous peuvent permettre, parce sont que- des outils finalement. Parce qu'il y a des costumes qui sont tirés des jeux, des cosplays, il y a des illustrations, il y a... Enfin, faudrait imaginer s'il y a des technologies qui pourraient être carrément créées à partir d'un jeu. Enfin bref, ou même des communautés politiques. Il y a des GN, enfin des jeux de rôle grandeur nature, où du coup c'est joué évidemment et c'est là pour le fun. Mais après peut-être que il y a un contenu utopique, dystopique qui est très très riche aussi là-dedans, mais un potentiel de venu dans le réel aussi dans notre monde à partir justement de ces univers qui reposeraient sur tous les supports, qui est particulièrement forte. Ouais. Et puis il y a eu l'émergence d'une culture, la culture jeu vidéo existe, donc effectivement, la culture s'intègre dans la société, et du coup il y a des changements qui arrivent, et mais finalement, c'est une naïveté confondante. Vraiment, de toute façon, non, mais tout ce qu'on crée en tant qu'être humain, que ce soit des outils, de nouvelles technologies, des trucs, de toute façon, ouais, on en revient à cette émotion première, à ce besoin de communiquer quelque chose qu'on crache, qu'on vomit, qui est, parfois on arrive à le chanter et c'est un peu plus joli, mais c'est quelque chose de viscéral, et ce viscéral, on va le traduire par plein de choses, une envie de lutter contre la mort, ouais, on va faire des technologies folles en matière de médecine, on va créer des armes de défense pour pas mourir face aux méchants qui vont nous envahir, mais tout ça c'est toujours purement humain en fait, et c'est pour ça que je ne vois pas de support qui puisse empêcher la transposition d'une œuvre ou alors son enrichissement sur un autre support, et ça va même permettre de l'exploiter différemment et chaque fois de le rendre encore plus fort, parce que c'est une perspective qu'on n'avait pas, ou c'est c'est un territoire qu'on pouvait pas encore explorer. Voilà, là on peut le faire en musique, là on peut le faire, et ouais, parce que tout ça c'est le monde sensible, c'est tout ce à quoi on est connecté, au toucher, à l'odorat. Allez, on va y aller, on va faire des odeurs, on va faire des parfums à Plague Tale. mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans un but, encore une fois, de vendre des choses, de faire de la marchandise, c'est que pourquoi pas, parce que ce jeu il a une odeur, et peut-être que les gens qui font de la synesthésie, ça se trouve, Amicia a une odeur particulière ou une couleur particulière, et tout ça quoi, c'est hyper intéressant. Bonjour à toutes les personnes qui font de la synesthésie. Je ne saurais pas faire un parfum, personnellement. Non. Je laisse ça aux spécialistes. Je sais pas s'il y a autre chose que vous voudriez aborder. Moi, je pense qu'on a fait quand même un sacré tour de la question. Je sais pas si vous voulez dire un mot de la fin, l'un ou l'autre, Pierrick, peut-être? Non, moi je pense que c'est l'occasion de remercier Cédric. C'était une belle rencontre. Voilà, on a d'autres aventures qui vont se faire ensemble. Et puis moi je voulais souligner que ce métier c'est des rencontres, et que j'étais particulièrement fier d'avoir collaboré avec les gens d'Asobo, qui sont des gens adorables et passionnés et passionnants, et qui sont aussi très ouverts. Voilà, et donc ça s'est fait dans des conditions idéales. C'est pas le cas tout le temps sur ce genre de projet, qui parfois effectivement peut être perçu juste comme de la commande. Là, on a vraiment eu le sentiment d'avoir un travail de collaboration avec tous les parties prenantes, et c'était passionnant. Voilà. Ouais, égoïstement, c'était une grande chance, je suis content. Moi, j'espère surtout que voilà, ce podcast, on le fait pour les gens. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à faire tout ça, donc j'espère que surtout ça aura convenu aux attentes de tout le monde. Et puis une petite pensée, je pense que c'est pas un hasard. On a travaillé sur ce projet avec Brajlon, on est là. Il y a une culture qu'on appelle souvent la culture geek ou la pop culture qui a émergé, et cette culture-là, elle a été importante parce que énormément de gens qui se sentaient différents, et ça veut pas dire qu'il faut que ce soit le territoire des gens qui se sentent différents, mais étaient isolés, et cette culture geek-là les a reliés. C'est parfois des gens qui ont des soucis de socialisation, des jauges sociales qui se remplissent plus vite, qui ont du mal à trouver leur place, qui ont été pointés du doigt, et aujourd'hui, grâce à leur culture qui s'est exportée et qui s'est
qui a arrêté d'être marginal, et ils ont pu intégrer la grande société humaine, et c'est encore, ça leur coûte encore cher. Donc moi, je voudrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent là-dedans, qui ont pu souffrir parfois d'ostracisation, de mise au banc. Maintenant, on est un peu plus loin de tout ça, parce qu'on peut parler de jeux de rôle sans trop de problèmes, on peut parler de jeux de société encore plus facilement, de jeux vidéo encore plus facilement. Mais il y a toujours ce fond de gens qui vivaient dans des grottes et aujourd'hui ils ont leur pleine place. Et ces podcasts, ils sont là pour tout le monde, mais je voulais leur tirer un coup de chapeau particulier d'avoir résisté si longtemps et voilà, ils ont leur place dans la culture, donc dans la société. Et c'est super. Donc, même quand on parlait d'inclusivité tout à l'heure, voilà, ça rejoint aussi ça. Donc, bienvenue tout le monde. On a plein de belles années, on va résister. Donc, les 2 questions de la fin, avant de se dire tout à fait au revoir. Oh, je le vois venir, parce qu'il a oublié un truc dont il nous parlait tout à l'heure. Non, c'est à la fin, c'est normal. C'est à la fin, d'accord. Non, Okay. c'est une vraie question de la fin. Alors, la première, c'est tout simplement, est-ce qu'il y aura un Plague Tale 3 ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un Plague Tale qui se passe aujourd'hui, si tu as des infos et que tu as le droit de nous les partager? Alors, je ne veux pas partager l'info, parce que déjà, j'ai peur de faire des bêtises. Donc, on sait qu'il y en a une. Non, pas du tout. C'est que je ne veux pas parler de ça, parce que déjà... Alors, en plus, je vous avouerai que j'ai pas encore fini Requiem. Donc déjà, je peux pas... voilà. Mais je pense qu'il est pas... je voudrais pas gâcher le travail d'autres personnes, et si jamais ils ont envisagé des choses, voilà, je voudrais pas faire de bêtises. Donc je veux pas en parler. Par contre, parce qu'on pourrait l'imaginer, ça pourrait... De toute façon, il peut toujours émerger des choses belles d'un projet, donc... Et deuxième question. Cédric a très bien répondu. Je sais pas lequel de vous deux voudra bien, ou même s'il y en a un de vous deux qui voudra bien, mais ma question, ça serait, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé foireux de Plague Tale? Je sais pas si vous voyez le principe, mais un résumé de Plague Tale, celui que vous voulez, un livre ou 2, comme si vous l'aviez absolument pas compris. Alors c'est très drôle ce que tu dis, parce que c'est exactement ce que fait Hugo dans le roman Ténébris. À un moment, il raconte leur histoire aux personnes qu'il vient de rencontrer, et il dit à peu près n'importe. Enfin, en fait, la façon dont lui, il l'a vécu en tant qu'enfant. Et ça, c'était important pour moi de faire ce témoignage, c'est marrant. C'est vrai. Mais je sais pas, je sais qu'à un moment, il y a des rats, j'ai pas trop compris, mais apparemment, à un moment, il tue quelqu'un, et du coup, ça fout un peu la flip à tout le monde. Du coup, il s'enfuit. Il y a des de transfusion aussi. Oui, avec, il y a des trucs de transfusion, et je crois qu'il y a une sorte d'infirmier bizarre, et à un moment, il tue quelqu'un, qui est assez important, je veux pas spoiler, donc je veux pas dire, mais il tue quelqu'un, qui est important pour Amicia et Hugo. D'ailleurs, je sais pas qui est la fille, qui est le garçon, dans cette histoire, Amicia et Hugo. Je sais plus, mais bon, il y a un chien aussi. Il y a un chien au début. Il y a un chien, et puis après, je crois qu'ils partent. À un moment, il y a une histoire avec un moulin. Et puis à un moment, il y a des pendus, ça fait super peur. Ouais. Mais j'ai pas trop compris les rats. Ça, j'ai pas trop compris. C'est un mélange avec plein de choses. Je sais pas comment ils ont eu l'idée, en fait, de tout ça. Je crois que c'est après la crise Covid. Ouais, c'est possible. Je crois que ça parle du Covid. Ils ont été traumatisés par le confinement, les confinements, et du coup, on s'est dit, il faut qu'on mette des rats, il faut qu'on mette une macula, il faut qu'on mette... Ils voulaient mettre des masques aux rats au début, mais ça générait trop de choses. Faire déjà 5 millions de rats avec en plus des petits masques. Ça collait pas. Mais difficile de résumer Requiem du coup parce que je l'ai à peine commencé, donc je connais un peu l'histoire, mais j'ai pas envie. Je crois qu'il y a des rats mais j'ai pas trop compris. Et un petit garçon et sa grande sœur. Comment il s'appelle? Voilà, on n'a pas été très bon. Mais c'est passionnant. Mais vaut mieux jouer au jeu et lire le roman, c'est beaucoup plus intéressant. En tout cas, je suis épaté par ce résumé époustouflant. Merci beaucoup. Le moindre des termes. Je crois qu'on va pouvoir dire au revoir à nos auditeurs. Yes. Donc on n'a pas d'alignement, je crois qu'il allait nous parler de l'alignement, qu'il allait nous parler de choses. Ah mais oui, j'avais oublié. Mais voilà. C'est pour ça que je croyais que tu allais nous parler de ça. Est-ce que vous voulez qu'on parle de... Ah mais moi je m'en fous, c'est comme t'as envie toi, c'est ton émission, on est chez toi là, on a mis les platins. platins. Bon allez, c'est bon, on le fait pour finir parce que au pire je le mettrai au début, tiens. Ouais, avec la magie de la technologie, ou alors je le laisserai à la fin. Mais du coup, est-ce que vous connaissez tous les deux l'alignement? Non, pas du tout. Ouais, non, mais vraiment en plus. C'est l'héritage des dés. Alors, l'alignement, c'est quoi? Donc, j'ai compris que c'était dans le jeu de rôle, mais c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est dans le jeu de rôle. C'est 2 axes qui permettent de définir la moralité de ton personnage et ton caractère. D'accord. La moralité, c'est bon, neutre et mauvais. Et le caractère, c'est pareil, loyal, neutre et chaotique. Et ça fait 9 possibilités, de loyal bon à chaotique mauvais, en passant par chaotique bon et loyal mauvais. Neutre.
Ah, c'est ce que j'allais dire. C'est horrible. Neutre chaotique, pour moi. Ouais. Mais quand tu sais pas quoi dire, tu dis chaotique neutre, c'est pas mal. Ah ouais. Parce que des fois je suis gentil, des fois je suis méchant, mais je fais quand même un petit peu ce que je veux. Il y a beaucoup de gens qui sont chaotiques neutres en général. Tout le monde répond chaotique neutre, hein, pour l'instant. Ah ouais. Donc neutre chaotique, ça marche moins bien, c'est ça? Neutre chaotique ou chaotique neutre. C'est la même chose, ok. Tout le monde choisit D'accord. le même alignement. Non, moi je trouve qu'on a toujours besoin d'un peu de chaos pour avancer, donc Chaotique entre neutre et bon. Je pense que j'aimerais être chaotique bon, mais que c'est difficile d'être complètement bon et qu'on fait toujours plus de mal que ce qu'on pense. Donc je vais dire que je suis perdu dans l'alignement. Je suis en train d'essayer d'aller vers le bon, mais c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est chaotique, ça c'est sûr. Et comment, quel niveau vous vous mettriez? Encore une fois, la question, elle est faite pour que on se l'approprie, alors quel niveau ça peut être? ça va de 1 à 10? De 1 à 100. 1 à 100? Ouais. Ah, moi, je me mettrais 90 en vaisselle. J'adore faire la vaisselle et je suis Sérieux? un expert Mais pour faire la je vaisselle. supporte pas ça. Ah, mais alors, Moi, je passe aspirateur, j'aime bien. Ah, 90 non, sans passage non. d'aspi. Tu veux pas? Mais à la rigueur, on se met en couple. Bah, écoute, ouais, parce Comme que ça, partage moi, des je prends la tâches, on est vaisselle bon. et toi, tu prends le... Et moi, je fais l'aspi. Moi, j'adore Mais je faire suis la pas sûr vaisselle. que Ça nos me compagnes, détend. soient Ça, je très- sais pas, soient ça, très il y a un côté, tu nettoies quelque chose, du coup, tu nettoies ton intérieur aussi, enfin, tu vois, ça va très loin, hein. Et voilà. Et je m'estime être assez bon en vaisselle, ouais. 90, je sais pas, c'est très prétentieux, mais, Ouais, ça m'a l'air un peu prétentieux quand même. C'est vrai? Ah, mince. C'est- Tu te la pètes un J'aurais petit mis peu. 55, C'est quasi c'est divin, plus- là, c'est bon, quasi bah, divin, à la bon. vaisselle, quoi. On va faire un test après Ouais, l'émission, on va voir c'est ça. comment il lave un mug, et on verra. Non, moi, j'aimerais bien avoir une liste de tous mes niveaux. C'est-à-dire de 1 à 99, ouais, de 1 à 100, voir dans quel domaine je suis à 1, quel domaine je suis à 2, etc. Ah, c'est pas la fête, hein, quand même. Oh, mais je t'assure qu'il y a plein de trucs où je suis à 1. Ça, comme je disais tout à l'heure, j'ai tué de la ciboulette, quoi. Donc, par exemple, jardinage, je pense que je suis à 1. Sinon. Non, mais nous, Pierrick, voyons, on fait péter les scores, on est comme Maxime, nous. Non, c'est ça. Ouais. On fait péter tous les scores, la machine peut pas, nous, on est bien au-delà de 100, mais bien sûr, mais Pierrick, t'es super, je te l'avais déjà dit. Voilà, je voudrais dire à tout le monde, Pierrick, est quelqu'un d'absolument génial, et Maxime est un autre exceptionnel. Moi, je te mets 101 pour le principe. C'est incroyable, je te remercie. Et dernière question, ça serait à quelle créature magique que vous vous identifiez? Pierrick. Moi, je m'identifie à Pierrick. Le phénix. Ah, j'y ai pensé tout à l'heure parce qu'il est classe. Mais est-ce qu'on veut être quelqu'un de classe ou est-ce qu'on veut être quelqu'un de bien? Quelle créature imaginaire? En plus, j'ai dit ça sans réfléchir. Oh, ça doit être Vraiment. vrai, alors. Je sais pas. Je sais pas. Y a pas un personnage mal aimé qu'on pourrait être juste pour lui redonner un peu de pub? Qui est pas apprécié, quoi. Un Même truc les gobelins de manière Quelle heure générale. Les gens aiment pas trop les gobelins? Ah bah ils sont petits, verts, ils vivent dans les souterrains, ils ont des Ouais, moi je suis un grands yeux. gobelin. Je suis gobelin. Je suis gobelin. Juste pour leur filer un petit coup de main, les pauvres. Je suis gobelin au moins jusqu'à ce soir. Mais mes gobelins préférés, c'est ceux de Terry Pratchett, qui ont tous des Ah noms oui. comme Éclat d'arc-en-ciel ou des choses comme ça. Ils ont des très beaux noms. Excellent. Donc un phénix et un gobelin. Ouais. De niveau 95 en vaisselle et niveau 1 en Eh. jardinage. Un Mais je phénix, change de variété tous les un jours. phénix qui est bon en vaisselle, c'est rare. En fait- Je te le dis. Tu crames les saletés, c'est très pratique. En fait, tu sèches la vaisselle tout de C'est la suite. pyrolyse. Incroyable, c'est ça, tu pyrolyses les trucs. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toutes et tous. C'était un grand plaisir. Bon, on va pouvoir ranger tranquille. Ok.